Sémantique, certes, ça n'accomplira pas d'objectif de politique publique en termes d'effets de politique publique supplémentaires. Néanmoins, sur le principe, on peut comprendre que la logique de la sémantique est la bonne. Moi, je pense, et j'ai regardé les chiffres, c'est qu'il y a une culture de l'irresponsabilité qui s'est développée, alors même qu'on est dans une société qui est de plus en plus individualiste. J'en veux pour preuve un chiffre qui est que derrière les deux principales causes d'accidents de la route en 2022, donc la vitesse et l'alcool, qui sont les causes traditionnelles, on voit une troisième cause émerger. Cette troisième cause, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui ne respectent pas les règles élémentaires de la circulation. En l'occurrence, là, le conducteur roulait sur la file de gauche. C'est ce type de comportement qui provoque de plus en plus d'accidents, 13% jusqu'à 22% aujourd'hui. Et c'est un vrai problème, je pense, d'irresponsabilité individuelle. Alors, Michel, ce nouveau drame nous montre... Je suis d'accord avec ce que dit Michel Taube. Moi, je vois deux sujets qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est d'une part qu'effectivement, lorsqu'on prononce une mesure d'OQTF, parfois pour l'exécuter, les centres de rétention administrative, et on a travaillé dessus dans notre think tank, sont à des verrous parce qu'effectivement... Parce qu'il n'y en a pas assez, il n'y a pas suffisamment de place. Il n'y en a pas assez, et les juges et les préfets aussi peuvent se dire on n'a pas envie de mettre des personnes, quand bien même ils sont en situation irrégulière et donc en délit, il faut bien le rappeler quand même. Oui. On n'a pas envie de les mettre dans des conditions comme ça, ce qui s'entend tout à fait. Le deuxième point que je vois... Je n'ai pas dit tout à l'heure qu'ils n'avaient pas commis de délit. Je dis voilà, que c'était l'infraction qu'ils avaient commis, c'était d'être en situation irrégulière, mais qu'ils n'étaient donc pas en prison. Exactement. Donc c'est des personnes qui sont en situation, qui sont frappées d'une OQTF. En fait. Et le deuxième point que je vois, c'est qu'effectivement, dans ces cas-là, si on n'a pas suffisamment les moyens, parce que Michel aussi l'a rappelé, il y a aussi des moyens dans la justice qu'il faudra mettre en place dans les prisons, etc. Moi, je pense qu'un des sujets qui pourrait être mis en place par le gouvernement, c'est de s'inspirer du Royaume-Uni et donc de faire, par exemple, des hotspots, en fait, dans les pays d'Afrique ou dans les pays où il y a des demandes d'asile. Ah mais tout à fait. Et je trouve que là encore, le message envoyé aux propriétaires est clairement le mauvais. C'est-à-dire que dès lors que vous sacrifiez un certain nombre d'années de travail dans le cadre d'un crédit pour pouvoir acquérir un logement, vous vous retrouvez parfois à se le faire piller par des squatteurs. Moi, je pense qu'en plus, ça va créer un phénomène d'autocensure vis-à-vis des propriétaires lorsque cette loi anti-squat aurait dû permettre justement aux propriétaires de pouvoir avoir les moyens juridiques et les moyens du coup policiers qui viendront ensuite pour pouvoir expulser les squatteurs de chez eux. Là où il y a un élément, c'est que du coup, par rapport en termes d'efficacité de la politique publique, on a 174 demandes de propriétaires de faire quitter le squatteur. La plupart sont appliquées, mais en tout cas, quand on voit ce type d'article censuré par les sages, on se dit les propriétaires seront peut-être amenés à s'auto-censurer et à ne pas vouloir faire expulser les squatteurs parce que la loi n'est pas de leur côté. Plutôt une mesure qui va dans le bon sens. Ouais. Ça permet de faire renouer les jeunes avec des missions d'engagement civique, de volontariat civique, un petit peu dans ce que le président de la République essaye de porter avec le service national universel. L'idée que voilà, les jeunes puissent, après un service national universel, avoir une mission de volontariat, de service civique ou des choses comme ça, c'est plutôt une bonne mesure. Après, ça veut pas dire qu'il faut justement circonscrire en fait la formation d'agents de sécurité à des étudiants et qu'il faut aussi laisser, on a des professionnels français de la sécurité d'événements et il faut aussi leur laisser tous les moyens nécessaires pour pouvoir sécuriser les Jeux Olympiques. Parce que c'est le cap à venir le cap de l'année à venir, sécuriser les Jeux Olympiques pour éviter d'être une honte aux yeux du monde entier. Évidemment. Moi, je vais pas me permettre de commenter une affaire pour laquelle on n'a pas tous les éléments de l'enquête. Et effectivement, le ministre a décidé de ne pas démissionner. C'est son choix. Même si je pense que par les temps qui courent et par le fossé qu'il y a entre les élites et le peuple et entre les gouvernements et les représentés, il serait de bon ton en fait d'Éric Dupond-Moretti de démissionner de ses fonctions, à minima le temps de l'enquête. Par contre, après, moi, là où je vais attendre Éric Dupond-Moretti, c'est plutôt sur quelles sont les solutions qu'il va pouvoir apporter au monde de la justice. Comment va-t-il désengorger les tribunaux? Comment va-t-il permettre l'efficacité des peines? Comment va-t-il permettre d'augmenter les moyens de la justice tout en les allouant à une justice de proximité? C'est plutôt sur ces sujets-là qu'on attend le ministre de la Justice.